Merci d'être parmi nous donc, pour cette nouvelle EPERO, donc, autour de la transition écologique et énergétique, ou dans l'autre sens. Aujourd'hui, on va voir des projets donc, qui sont nés sur le territoire et aussi des projets, des porteurs de projets donc, autour de cette thématique. Et justement, donc, ça va permettre de découvrir des talents et des projets qui sont en cours aujourd'hui sur notre territoire bourbonnais qui est très actif. Alors, je vais prendre ma petite zapette. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, les Opéros sont des événements à l'origine qui sont portés par la marque Auvergne, qui est là pour faire la promotion du territoire de l'Auvergne, donc, dont on fait partie. Le Bourbonnais étant le quatrième département de l'Auvergne. Et sinon, Connecting Bourbon, qui est l'association qui aujourd'hui porte ces apéros sur l'Allier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Connecting Bourbon, c'est une association qui a à peu près maintenant 18 mois d'existence. Comme donc l'émission, c'est essentiellement l'intelligence collective. C'est d'essayer ou de faire en sorte de faire découvrir des talents sur le territoire, donc, et les faire connaître par les différentes personnes des territoires, mais aussi avec les connecter à l'extérieur du territoire pour pouvoir justement permettre de se développer et de montrer que beaucoup de choses se passent aussi chez nous. Donc, si vous voulez, effectivement, on est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, cet événement est retransmis sur Facebook en direct pour les personnes qui sont à distance ou pourra être revu par la suite sur YouTube. Voilà, il y a un petit changement qui a été fait. En préparant cet événement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la transition énergétique et écologique actuellement. Ça semble être un sujet qui assez récent et en fait, ça existe depuis 1980. Ça a été créé un petit peu ce concept par une association en Allemagne qui voulait lutter justement pour tout ce qui était énergie fossile et atomes. Donc c'est vraiment pas quelque chose de très récent, mais on va dire qu'avec tous les événements qui se passent actuellement au niveau du climat, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Voilà. Et la définition, tout simplement, la transition énergétique désigne une modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. Et c'est un volet qui est vraiment lié à la transition écologique, donc comment effectivement épargner notre terre. Donc ça, on va voir les deux aspects de la production et consommation d'énergie, mais aussi et surtout avec les porteurs de projets, voir comment changer nos méthodes aussi de consommation. Donc j'ai demandé au premier héros de venir. Donc le jeu, c'est 3 à 5 minutes de pitch, donc il faut être relativement concis. Et voilà, donc Marie-Laure Chazelle, qui est chargée de mission pour l'éco-centre, mais je vais lui passer le micro pour qu'elle vous explique un peu plus. Voilà, la petite flèche. C'est moi qui pilote. Et le micro, c'est toi qui pilote. Parfait, merci Pascal. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-Laure Chazelle et j'anime effectivement l'éco-centre de Varennes, qui est le nouveau nom. Alors je vais faire une petite entorse à notre règle collective, qui est de s'interdire de reparler de la base militaire de Varennes, mais certains d'entre vous le connaissent peut-être sous ce nom-là. Donc il faut s'habituer désormais à parler de l'éco-centre, qui est donc le nouveau nom de baptême de ce site. Ancien site militaire qui a été libéré des activités militaires il y a 3 ans maintenant, en décembre 2015. Et nous avions la charge de refaire vivre ce site et y recréer de l'activité de façon pérenne et durable à travers un contrat de site qui a été signé avec un certain nombre de partenaires, parmi lesquels l'État, le département, la région, mais aussi l'Europe. Et on n'a ni plus ni moins que l'ambition d'y recréer au moins autant d'emplois qu'il y en avait quand le site a fermé, c'est-à-dire 350, à travers une vingtaine de millions d'euros d'investissement et de dépenses.
Une photo aérienne permet de visualiser, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce site de 27 hectares qui est immense. Et on a vraiment réfléchi ce projet comme une opportunité de développement pour le territoire, et notamment dans une vision de transition écologique. Profiter de ce site et des espaces qu'il offre pour y réimplanter des activités durables et pérennes, et notamment économes aussi ou efficaces en énergie. Et assez rapidement, on a eu le projet de faire de ce site un lieu de développement durable et des énergies renouvelables. Et la présence de bâtiments nombreux sur le site, 27 hectares, il y a 7 hectares de bâtiments, 7 hectares de couverture qui étaient autant d'opportunités pour y installer une centrale solaire. Donc assez rapidement, à l'été 2016, on a publié un appel à projet auquel un certain nombre d'entreprises ont répondu. On a choisi parmi ces entreprises le projet présenté par l'entreprise qui s'appelle Urba Solar et qui nous a proposé donc d'installer sur les toitures du site, toutes celles qui sont bien exposées en réalité, une toiture sur deux environ, c'est les toits qui sont grisés noirs sur la photo aérienne, donc des panneaux solaires, donc 29 800 m² de panneaux solaires sont en train d'être posés actuellement là sur le site. Les panneaux sont posés, là ils sont en train de connecter les tuyaux, les réseaux entre eux pour que la centrale puisse commencer de produire au premier trimestre de l'année prochaine, avec une modification significative du réseau d'électricité, puisque donc, il va être produit sur cette centrale 5,6 MW crête d'électricité. Donc il fallait recréer des tuyaux qui soient en capacité d'absorber une telle puissance produite. Et donc là, en collaboration avec Enedis, on travaille à la rénovation du réseau électrique du site pour que cette électricité soit réinjectée dans le réseau. Toujours dans l'esprit citoyen, Urba Solar déposera très prochainement sur la plateforme de financement participatif Enerfip la possibilité aux citoyens que nous sommes de participer au financement de cette centrale. Je ne connais pas le montant encore du financement qui sera ouvert de cette manière-là, mais qui viendront participer à l'investissement qui représente 7 millions d'euros sur ce projet. Donc voilà un des premiers axes de développement qui est un axe majeur. Et pour nous, c'était aussi l'opportunité, et ça a compté aussi dans le choix de ce projet, de la mise en œuvre de ce projet. C'est aussi pour nous une source de financement complémentaire pour réaliser nos projets de développement sur le site. Voilà, donc quelques photos pour vous montrer l'avancement du projet et ce que donne l'installation des panneaux sur les différents toits. Donc vous voyez là, c'est les pans de toiture qui seront équipés de panneaux, ou sur celui-ci là qui était en train d'être terminé, mais aujourd'hui c'est fini. Celui-ci aussi est également terminé. Ça n'est qu'une pierre à l'édifice du projet qui est porté par le reste de la collectivité, puisque nous, on est une société publique locale qui a été créée par la commune de Varennes et la communauté de communes de Varennes-Forterre à l'époque, qui est devenue Entralier-Bèbres-et-Loire, et qui a l'ambition de devenir territoire à énergie positive. Le projet de centrale solaire sur les toitures de l'écocentre n'est qu'une partie de ce projet. Il y a une autre centrale solaire qui est en train de voir le jour aussi à Varennes-sur-Allier, qui elle sera une centrale solaire au sol, qui sera installée au sud de Varennes, ceux qui connaissent, entre le rond-point de la Dire et le rond-point de Loris, avec une puissance un peu moindre que celle de l'écocentre, mais c'est quand même encore 5 MW qui seront installés. Il y a aussi des réflexions sur les autres énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire, en ce qui concerne l'éolien, mais aussi la méthanisation, des projets de chaufferie bois, les projets de réseau de chaleur en bois, des réflexions et des solutions qui sont déjà mises en œuvre sur la mobilité. Par exemple, le pôle emploi de Varennes-sur-Allier, avec la communauté de communes, ont mis en place des scooters à disposition des demandeurs d'emploi pour aller passer des entretiens ou aller prendre des stages, ou aller en tout cas se déplacer plus facilement. Il y a des bornes de recharge électrique sur le territoire. On réfléchit à la mise en place d'aires de covoiturage. Il y a aussi des projets prévus en termes de développement
à l'accompagnement des entreprises ou des commerçants sur la bonne maîtrise de leur énergie. Et puis, on a mis en place une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat qui devrait être opérationnelle au 1er janvier et qui va bénéficier à l'ensemble des habitants du territoire de la communauté de communes d'Entralier-Bebre-et-Loire. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire et vous présenter sur le territoire d'Entralier-Bebre-et-Loire qui œuvre dans le domaine de la transition économique et énergétique au bénéfice de tous. Merci de votre attention. Merci Marie-Laure. Et ce qui est intéressant avec l'écocentre aussi, c'est la dynamique qui se porte, puisque ça va au-delà de la transition. Hein. C'est aussi un pôle autour du bois. Et on citait l'exemple, parce qu'on avait fait un EPERO autour du bois, justement, aussi à l'écocentre. Et il y a une société qui s'appelle Fibois qui travaille là-dedans. Et l'idée, c'est qu'elle soit complètement, elle, autonome, puisque ces machines puissent utiliser, ces 3 bois, pardon, qui puissent utiliser l'énergie qui est produite au niveau du solaire pour produire quelque chose qui est renouvelable. Pitcher numéro 2. Donc Frédéric Verdier qui va nous parler de la transition écologique au niveau d'une commune entière. Merci. Bonjour, donc Frédéric Verdier, je suis le maire de la commune de Besson, une des plus jolies communes du département, comme toutes les autres d'ailleurs, mais la nôtre aussi. Donc la transition énergétique est l'affaire de tous, y compris des petits villages. Ils sont de plus en plus nombreux dans toute la France à investir dans les nouvelles stratégies énergétiques, n'hésitant pas à inventer ou à innover. C'est le cas de Besson, un village modeste de l'Allier. Et puis je vous passe le reste de l'article. C'était une introduction d'un article dans Energeek, donc qui nous a mis un petit peu en valeur par rapport à toutes les démarches qu'on a eues. Premier projet, la chaufferie biomasse. On est parti du postulat qu'on avait pas mal de chaudières fuel et propane sur notre commune et qui pour la plupart étaient en fin de vie. Donc il nous fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire demain pour faire de l'énergie sans avoir recours à ces énergies fossiles. Donc pompe à chaleur bien sûr, remettre une chaudière gaz mais de nouvelle génération et pourquoi pas une chaufferie biomasse. En même temps, on rénovait notre centre socio-culturel qui lui aussi avait une chaudière fuel qui était complètement obsolète, très énergivore. Donc on a continué un peu à réfléchir à tout ça. On a fait venir la mission Haies Auvergne, donc qui est venue faire un audit sur notre territoire, un audit sur nos haies notamment, sur nos bouchures. Besson, c'est 4700 hectares, dont à peu près 33% de forêt, donc du bois on en a sur la commune. Et dans cet audit, ils ont rencontré des agriculteurs. Ils ont discuté comment ils exploitaient ce bois d'entretien. Et il y avait un gros potentiel, voilà. Donc on a continué un peu à réfléchir, nos bâtiments étant tous rapprochés, la salle des fêtes pas loin de la mairie. On s'est dit, tiens, et si on appelait le SDE, qui ont déjà de l'expertise, notamment, ils venaient de faire une chaufferie à Chevagne. Donc on a réfléchi avec eux, et du coup, ça a débouché sur une chaufferie biomasse, qui fonctionne donc au bois d'entretien, exclusivement de la commune. Donc nous consommons à peu près 20% de la production annuelle du bois d'entretien produit. Donc il reste encore 80% à valoriser, et je sais qu'il y a déjà des personnes qui s'y attachent. Donc c'était notre premier exemple. Deuxième exemple, c'est plus un projet d'ordre privé, la méthanisation. Donc pareil, au détour d'une conversation avec des agriculteurs, pour être très franc, suite à une manifestation où ils étaient en train de regarder comment nos enfants vont vivre de l'agriculture demain. Et on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de trouver des projets qui apporteraient ce petit complément supplémentaire qui leur permettrait d'être toujours dans nos campagnes. Et donc on a parlé rapidement de méthanisation. Un groupe s'est formé, 5 personnes, qui représentent à peu près 1000 hectares sur la commune. 1000 hectares de polyculture, élevage bovin, label, élevage aussi de poules pondeuses en label également. Au bout d'un processus un petit peu long mais très très intéressant, ils ont créé une société pour méthaniser. Alors la méthanisation, je voulais juste vous lire, si je le retrouve, donc c'est valoriser les effluents et sous-produits végétaux des exploitations agricoles des associés, uniquement des associés, donc tous les intrants viennent de la commune, favoriser l'autonomie sur la fertilisation des cultures et donc faire évoluer les exploitations vers des systèmes plus durables.
En effet, le produit que l'on trouve après la méthanisation, le digesta, a d'énormes valeurs pour répandre sur les terres. Par expérience, tous les projets de méthanisation dans le Rhône-Alpes Auvergne qui ont 5-6 ans, les agriculteurs sont passés très rapidement en bio. Donc on est là dans un système qui, le début est intéressant, le milieu aussi, et la suite encore plus. Dans ce projet, donc la méthanisation d'un point de vue biologique consiste à traiter naturellement des déchets organiques par fermentation en l'absence d'oxygène, appelée fermentation anaérobie, ce qui conduit à une production combinée d'un gaz naturel renouvelable, le biogaz. Ce biogaz peut être converti en électricité, peut être converti en carburant, ou peut être, et c'est le choix des agriculteurs, réinjecté dans un réseau gaz. Donc tout un tas de personnes ont été rencontrées, dont M. Pinero ici, qui nous a bien aidés dans cette démarche pour faire une injection dans le réseau gaz. C'est très intéressant puisque sur l'aglo Moulin est en train de se construire une station qui fonctionnera au biogaz pour les poids lourds. Et donc on pourra directement profiter de ça. Le gisement prévisionnel est donc, je vous l'ai dit, exclusivement d'origine agricole. Les effluents d'élevage, les résidus de culture, les cives, c'est les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ces cives sont de cultures intercalées entre deux cultures principales alimentaires. Ainsi, et c'était vraiment le choix des agriculteurs, ces cultures ne rentrent pas en concurrence avec le pouvoir nourricier de l'agriculture. Tous ces gisements donc, sont endogènes au territoire et la source se trouve au maximum à 10 km. Troisième projet, et ça il est aussi sur du photovoltaïque, comme à Varennes, hein, on croirait qu'on a copié. Donc la commune aussi s'est posé des questions, comment faire encore plus et arriver à créer de l'électricité. Nous sommes une commune, je disais, très jolie, avec plein de châteaux, donc très compliqué d'utiliser nos toitures. Par contre, on avait une ancienne carrière, qui fut un temps était même une décharge, qui fait aux alentours de 3,5 hectares. Et on s'est posé donc une question, est-ce qu'on ne pourrait pas la valoriser en photovoltaïque? Et bien pareil, on a fait une démarche, on s'est déplacé, on en a été en voir. Et nous avons traité, nous, avec la société Photosol. Donc on en est à l'étude environnementale, mais on a bon espoir de pouvoir faire donc 3,4 hectares exactement de panneaux. Ça fait à peu près 11 000 panneaux. La puissance est à peu près équivalente à ce que vous disiez. Et donc on va réduire aussi par rapport, vous aviez dit 11 000 foyers, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Donc voilà. Donc au niveau de la transition énergétique de notre commune, c'est terminé. Merci. Donc on voit ici aussi, donc on n'a pas besoin d'être une très grande commune parce que Besson c'est quoi? C'est un peu moins de 800 habitants. Voilà, donc de pouvoir effectivement de lancer des grands projets. Et vous visez l'autonomie parce que je sais qu'il y a quelques communes qui visent l'autonomie complète en énergie. C'est quelque chose de possible? Oui. De partager, effectivement. Et ce qui est intéressant hein, dans ce qu'a expliqué Frédéric Verdier, c'est que c'est vraiment l'intelligence collective qui a joué. C'est des projets montés par les agriculteurs où la commune est partie prenante et bien sûr avec le département et différents organismes et sociétés. Donc c'est vraiment un travail d'ensemble qui a été fait. Et on voit comme à l'écocentre, comme d'autres projets, des choses qui justement se mettent un petit peu partout sur le territoire pour que ces territoires puissent produire effectivement leur propre énergie, ce qui va dans le bon sens. Donc justement, je vais demander à Monsieur Lenoir, donc, qui est le pitcher suivant, qui va nous donner une perspective un peu plus large, puisque donc ça va passer au niveau du département. Pour Bonnet. Voilà. J'appuie sur quoi pour Une flèche là. Bon, j'en ai pas beaucoup. Ouais, vous êtes peut-être. Alors moi, c'est Bertrand Lenoir. J'exerce depuis la fin du siècle dernier dans le syndicat départemental d'énergie de l'Allier. Qu'est-ce que c'est? On vous a défini la transition énergétique comme une façon de changer les modes de production et de consommation. Et généralement, en matière d'énergie, entre la production et la consommation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des réseaux. Alors, dans ma vie du passé, j'étais un homme de réseau, surtout un homme des réseaux en dur. Et puis, je deviens de plus en plus un homme de réseau.
Alors vous n'êtes peut-être pas tous familiers du monde des collectivités locales, communes, départements, régions. Entre les deux, il y a des tas de trucs maintenant. C'est les Comcom, Madame Chazelle vous en a parlé. Et puis depuis 1936, ça s'appelait le CIEGA avant. Et ça rejoint bien ce que vous avez dit sur le partage. Si on a une image sociale, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il faut se mettre ensemble pour faire des choses. Et historiquement, ça c'est une structure, le syndicat, on est dans un beau bâtiment qui ne consomme pas beaucoup. Mais surtout, tout le siècle dernier, on l'a passé à gérer des réseaux, à faire des réseaux d'électricité pour amener l'électricité dans la campagne, à gérer un réseau électrique, à gérer un réseau d'éclairage public, à organiser aussi la façon dont les collectivités interviennent dans ces réseaux. Évidemment, c'est géré par des gens que vous connaissez bien, GRDF et Enedis. Et puis, en ce début du siècle, avec l'irruption de la transition énergétique dans le concept, on s'est mis déjà à faire des économies sur les réseaux qu'on avait déjà. 40% d'économies sur le réseau d'éclairage public quand même, sachant qu'on partait déjà d'un acquis favorable, des économies sur tous ces organes de réseau, et puis aussi mettre ces réseaux en mesure d'accueillir la transition énergétique, et ça c'est hyper important. La méthanisation, c'est le réseau du moment, et l'enjeu c'est de faire que des expériences collectives agricoles comme celles des agriculteurs de Besson, on puisse les faire au maximum dans tout le territoire bourbonnais. Donc ça suppose déjà qu'il y a un réseau de gaz, qu'on l'étende. Ça suppose aussi qu'il y a un réseau de connaissances. Et puis en matière d'énergie, il y a quelque chose d'important aussi, c'est de la transformer le moins possible. Si on a du gaz naturel, autant l'utiliser comme gaz naturel à la place des énergies fossiles, plutôt que de s'en servir pour le turbiner dans des moteurs et l'injecter dans le réseau électrique, qui a déjà fort à faire pour accueillir ce photovoltaïque, pour accueillir peut-être l'éolien un jour dans le département, même si on a déjà un peu. Et les autres réseaux sur lesquels on a des projets importants, c'est un peu comme ce qu'a fait Besson, comme ce que fait l'Écocentre, c'est essayer de généraliser les réseaux de chaleur, depuis le tout petit réseau de chaleur qui chauffe 3 bâtiments communaux à partir d'une chaudière à granulés, et on est très loin d'avoir fait le tour de ce qui est possible, jusqu'à notre plus gros projet qui est d'utiliser le site de la grosse chaudière du lycée de Presles à Cusset pour chauffer 300 logements sociaux qui sont en train de se rénover en face. Tout ça à partir d'un réseau de chaleur bois. Et puis le dernier réseau qu'on est en train de, qu'on est terminé de monter et puis qu'on est en train d'essayer de structurer au niveau d'exploitation, c'est le réseau de mobilité, les bornes de recharge de véhicules électriques. Voilà, je pense que j'ai été dans le temps. Donc un credo pour le réseau, les réseaux sociaux, le social network, dites-le comme vous voulez. Merci Monsieur Réseau. Donc effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est la dynamique qui se porte et surtout de façon plus globale, comment un département peut apporter des soutiens à des projets plus locaux. Donc après avoir vu justement comment l'humain fait pour essayer de réduire son impact, puisque tous ces impacts-là sont quand même, on les a tous créés, donc on en a pris conscience, on voit comment on peut réduire tout ça. Mais la nature aussi a son rôle à jouer. Non, je vais trop vite. Voilà. Et donc, Florian Véron du Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier va nous dire comment la nature aussi elle-même peut aider dans cette transition. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc effectivement, l'idée c'est qu'il y a plein d'initiatives par l'humain, par les technologies et autres, mais la nature aussi peut nous aider. Et elle le fait déjà, même si elle est un peu malmenée, et il faut la préserver pour qu'elle rende aussi ses services, et peut-être de manière encore plus forte. Oui, pardon. Donc sur cette, très brièvement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier, nous sommes une association départementale créée en 1992. On est basé, excusez-moi, un petit lâcher, à Châtel-de-Neuvre. Merci. Avec la particularité d'avoir une association avec une équipe salariée. Donc on a 15 administrateurs, 15 salariés, on a un conseil scientifique qui nous accompagne dans nos démarches, un peu moins de 200 adhérents, et puis une centaine de collectivités du département, de la commune, de l'intercommunalité, du département, qui nous soutiennent ou avec lesquels nous travaillons. Notre cœur de métier, c'est d'abord d'intervenir en lien avec les acteurs locaux, les propriétaires, les usagers qui travaillent, qui ont comme propriété des sites naturels, de travailler à leur côté pour préserver notre patrimoine naturel commun, la faune, la flore, les milieux naturels. Voilà, donc c'est une démarche, on a ce type d'association partout sur le territoire national, donc avec un peu plus de 3000 sites concernés par les 29 conservatoires d'espaces naturels en France, métropolitaine et outre-mer.
À l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez 6 conservatoires d'espaces naturels agréés. C'est un agrément spécifique de l'État et de la région. Et puis pour l'Allier, eh bien nous, le Seine-Allier, voilà, on intervient sur actuellement un réseau de 100 sites en lien avec des propriétaires, des usagers. Et puis on intervient pas mal pour différentes collectivités, pour l'État également, sur des politiques publiques. Voilà. En quelques mots pour nous présenter. Et puis effectivement, au-delà de ça, tout ce travail-là, on ne le fait pas dans notre coin, on le fait bien sûr avec les propriétaires, les usagers, et puis on mobilise la population, notamment sur ce qu'on appelle les sciences participatives, les projets participatifs. Entre autres, peut-être avez-vous entendu de ce qu'on a pu faire sur la rivière Allier, avec toute la notion historique, le patrimoine culturel, donc avec un livre qu'on a pu rédiger, éditer avec notre directrice Estelle Cournaise, et puis d'autres types de projets avec les scolaires et autres. Voilà. Sur le thème de ce soir, effectivement, l'idée était aussi de parler de ces types de solutions que peuvent apporter la nature à cette transition écologique énergétique, à la manière dont on pourrait atténuer les effets de ce dérèglement, de ce changement climatique. À 2 niveaux, on parle d'adaptation aux impacts du changement climatique, on parle d'atténuation des effets. D'ailleurs, la nature peut apporter des solutions au-delà même du changement climatique. On peut parler de sécurité alimentaire, on peut parler des risques naturels, de la santé, de notre propre santé. Donc il y a eu un concept de mis en évidence, quelque chose qui se fait naturellement, mais qui était peut-être moins connu, c'est qu'il y a des solutions fondées sur la nature. Voilà, c'est le titre qui a été déterminé par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Et dont l'idée est que ces solutions permettent de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, tout en préservant, et c'était un peu notre cœur de métier, nous, du départ, la préservation de la biodiversité de notre patrimoine naturel commun. Voilà. Avec 3 types d'actions qui se combinent sur les territoires. Celle de préserver nos écosystèmes avec un bon état de fonctionnement, parce qu'ils peuvent être présents mais en mauvais état et ils ne joueront pas correctement leur rôle, notamment vis-à-vis de ce changement climatique. D'améliorer un peu la gestion que l'on peut avoir sur ces écosystèmes qui sont utilisés, qui sont façonnés par l'homme pour la très grande majorité d'entre eux, et puis de restaurer également les écosystèmes dégradés, voire peut-être même d'en recréer ou d'en créer de nouveaux qui ont peut-être dégradé ou disparu par nos activités passées. 2 petits exemples sur ce que peuvent apporter ce que peuvent être les solutions fondées sur la nature, avec peut-être le cas de la séquestration du carbone, notamment au niveau du carbone atmosphérique, vis-à-vis du réchauffement, gaz à effet de serre. Vous avez un petit tableau qui vous montre un peu effectivement ce que les différents milieux semi-naturels, on parlera de milieux semi-naturels parce que l'homme y est impliqué, y est imbriqué dans ces milieux-là, ce que ces différents milieux peuvent séquestrer comme carbone. Voilà, donc on voit qu'au niveau des prairies, on peut être à 65 tonnes par hectare de carbone emprisonné dans le sol. Les forêts, on peut aller de 70 à 150. Ce qu'on appelle, nous, les landes tourbeuses, avec une très forte matière organique dans les sols, ce qu'on peut avoir, par exemple, en montagne bourbonnaise ici, de l'ordre de 350 tonnes par hectare, et les tourbières jusqu'à 1400 tonnes par hectare. Voilà. Donc du carbone qui est gardé dans les sols, voire qui est récupéré dans les sols et qui ne va donc pas dans l'atmosphère. A contrario, si jamais ces milieux-là sont détruits ou altérés, ça devient des sources de carbone. Voilà, donc il y a un enjeu à ce que ces milieux soient maintenus, plus étendus pour récupérer du carbone, mais a contrario, si on continue de les dégrader, on va augmenter encore un peu plus l'émission de carbone dans l'air, même si toute industrie était fermée. Voilà. Donc deux types d'actions, par exemple, qu'on peut vous montrer avec le Conservatoire d'espaces naturels, entre autres. Et bien sur les forêts, notamment pour répondre à cet enjeu-là, on essaie de constituer un réseau de vieilles forêts, ce qu'on appelle des forêts matures, puisque le carbone est principalement... il y a des études qui montrent que plus les arbres sont vieux, gros, plus ils capturent entre autres du carbone. Au-delà même du fait, l'enjeu premier, c'est qu'il y a une biodiversité plus importante. Donc on essaie de constituer avec les propriétaires privés, notamment un réseau de vieilles forêts en Auvergne. On essaie aussi d'acquérir nous-mêmes des forêts et de les laisser évoluer. Autre enjeu, celui de rétablir des prairies naturelles, voilà, en lieu et place peut-être de culture. Donc là, c'est en lien avec les agriculteurs, avec d'autres. Là, vous avez par exemple une prairie qui a été remise sur Varennes-sur-Allier, avec le double enjeu, c'est qu'on est aussi sur une aire de production de captage. Donc le double enjeu, c'est qu'on a réussi à limiter la pollution de l'eau au niveau des puits de captage, voilà, parce qu'on sait que les prairies naturelles stockent davantage de carbone, notamment.
deuxième et dernier exemple, sur la ressource en eau. Avec effectivement ce qu'on attend, ce qu'on voit dès maintenant, hein, le changement climatique, c'est une augmentation de la fréquence, de l'intensité des épisodes climatiques, météorologiques extrêmes, entre la sécheresse d'un côté, les grandes inondations, les canicules et vagues de froid. Donc tout ça se répercute sur la ressource en eau et notamment sur la ressource en eau potable. Ce que l'on sait également, c'est que des écosystèmes aquatiques, cours d'eau, étangs, mares, qui sont en bonne santé, permettent d'atténuer un peu ces effets négatifs pour nous, pour l'être humain. Donc, un des exemples que l'on fait valoir, c'est que tous les travaux qu'on a pu et nos expériences sur, par exemple, le Val d'Allier, ce cours d'eau qui a un fonctionnement encore naturel, et c'est de plus en plus rare, c'est considéré comme exceptionnel à l'échelle européenne, d'avoir un peu cette dynamique latérale, de pouvoir encore éroder latéralement et pas en profondeur. Ça permet de rendre intact, enfin de ne pas trop perturber sa nappe alluviale, et de fait, ça permet de maintenir une ressource en eau potable pour la population qui atténue le fait des changements climatiques. La nappe alluviale du Val d'Allier, c'est la principale source en eau potable pour l'Auvergne. Voilà, donc on travaille énormément aussi sur ces cours d'eau, sur ces zones humides, qui, tantôt en cas d'inondation, peuvent capter l'eau excédentaire, donc pour éviter ou atténuer les crues, d'autant plus quand on a des zones latérales qui font que les crues s'étendent davantage dans la plaine et ne vont pas aller trop en aval ou avec de gros risques. Et puis en face justement de forts sécheresses ou autres, ces zones humides restituent l'eau, avec tous les bienfaits qu'on peut savoir pour le milieu, pour l'élevage, l'abreuvement, voilà, tous ces services rendus par la nature. Voilà. Et ces deux cas que je vous ai montrés un peu séparément, mais l'idéal, c'est qu'on a sur un territoire une variété de milieux naturels différents, comme pas mal d'initiatives. Donc l'idéal, c'est de viser une multifonctionnalité. C'est qu'effectivement, à travers un territoire où on arrive à avoir différents milieux naturels variés et en bonne santé, on contribue à tout un tas d'objectifs et tout un tas de services rendus par cette nature. Au milieu de l'amélioration du cadre de vie des habitants, au niveau de la filtration des eaux de ruissellement, de la biodiversité, de la qualité de la nappe, et au niveau des risques naturels et du changement climatique. Voilà. Merci. Merci. Donc vraiment très intéressant de voir comment la nature, elle ne se laisse pas faire. On va dire, enfin, surtout si on la laisse faire, peut effectivement aider énormément. Merci. Donc maintenant, on a vu un peu des projets qui sont en cours, qui sont portés, comme je disais, par des collectivités, par des grandes associations. Et donc là, maintenant, on va laisser la parole donc, à des porteurs de projets pour voir un petit peu aussi quel poids ils vont avoir et comment ils peuvent contribuer donc, à cette transition, alors plus que énergétique, mais aussi écologique. Donc, Rémi qui va venir nous parler donc, de revalorisation du verre. Bonjour à tous. Donc, alors, j'ai un peu de mal pour le sort tout petit, mais bonjour à tous. Je m'appelle Rémi Munier. Je vais vous présenter donc mon projet qui s'appelle Rémi's Glace. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis un pull de Noël. Ça va vous faire penser un peu au moment de Noël. Et au moment de Noël, vous allez vous réunir en famille et vous allez consommer du vin ou des produits de luxe comme du parfum, vous offrir des parfums dans un produit verrier. Alors, ce que vous faites qui est vachement bien à utiliser du verre, c'est notamment que c'est le meilleur matériau et le meilleure alternative actuelle au plastique. Son souci, c'est qu'il est fabriqué en grosse partie grâce au sable, et que le sable, c'est le squelette du verre. Le sable, actuellement, en 20 ans, on a utilisé plus de 80% de sa ressource, et comme je vous l'ai dit, donc, c'est le cœur du verre, et c'est la troisième ressource la plus utilisée dans le monde. Donc ça pose un énorme problème actuellement à la fabrication du verre. Et actuellement, on essaye de mettre en place des systèmes de recyclage du verre, mais ces systèmes de recyclage, comme on les connaît actuellement, de casser du verre, de le faire refondre, en réalité, la plupart des objets verriers, les emballages, vont être utilisés qu'une seule fois, et on ne limite en aucun cas la consommation de gaz, d'eau ou de sable. La problématique est la suivante, c'est qu'il y a de nombreuses contrefaçons dans les produits du luxe et des produits verriers. Il y a peu de traçabilité sur nos produits recyclés et sur les produits alimentaires. Il n'y a
quasiment pas de certification sur les créateurs qui vont faire du parfum, du vin, ou les jeunes créateurs qui ont parfois des difficultés à protéger leurs idées ou même les œuvres d'art. Et si le sable y disparaît, et ben demain on ne pourra plus fabriquer de verre. Alors moi je m'appelle, comme je vous l'ai dit, Rémi Munier, je suis spécialiste en innovation verrier et j'ai effectué donc un CAP, un BMA, un DMA dans le domaine du verre et une licence en numérique et artisanat. Pour vous me remettre un peu dans le contexte, j'ai travaillé pendant 2 ans durant mes études sur un projet avec le lycée Jean Monnet. L'idée c'était de recycler le verre de couleur pour limiter les déchets verriers et ça permet de créer des nouveaux objets qui peuvent être utilisés par les étudiants et ils ont fait une économie donc assez importante financière parce qu'ils n'ont pas à payer le coût de recyclage et actuellement ce type de verre de couleur n'est pas recyclé. Alors mon concept c'est le suivant, c'est un système qui permettrait de certifier et tracer ces produits-là et de permettre un système de consigne sûr et suivi. Alors, l'idée, elle est simple, c'est d'utiliser un QR code qui est unique et crypté sur chaque emballage. Alors là, j'ai fait un prototype, donc pour l'instant, c'est juste une étiquette. L'objectif, c'est de retirer cette étiquette-là pour avoir une sérigraphie ou une peinture sur un flacon. Et ainsi, on peut savoir avec le téléphone ou avec une application, justement, où est le flacon et qui l'a rempli, comment il a été fabriqué, et ainsi de suite sur le flacon. Donc là, c'est sur un flacon. Et l'autre intérêt, c'est que le projet, il est adaptatif. Donc il peut s'adapter aussi bien à du verre que du métal, que du bois. On ne s'arrête pas qu'à des objets verriers. On peut aussi certifier des œuvres d'art avec un système comme celui-ci. Ce qui permet non pas d'éviter de la contrefaçon, mais de la tracer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même idée. Quand on va tracer la contrefaçon, on va pouvoir retrouver l'implantation, l'endroit où il est. Mais actuellement, éviter de copier, c'est quasiment impossible. Notre idée, c'est de limiter la copie au maximum avec un système crypté et unique à chaque produit, mais de pouvoir suivre ce produit-là. Alors, actuellement, des QR codes, on peut les graver, les sabler sur du verre, mais ça pose des problèmes parce qu'il y a des problèmes donc, au niveau des couleurs. Mais on peut aussi le sérigraphier, le peindre, et comme j'ai mis donc l'étiqueter, mais l'objectif, c'est justement de retirer ces étiquettes-là. Donc vous repenserez sûrement peut-être à ce projet-là quand vous allez consommer du verre au moment de Noël et vos produits verriers. Et donc l'objectif c'est aussi pour vous, consommateurs de demain, et pour les jeunes consommateurs, déjà avec ce système-là, quand on va mettre en place des systèmes de consigne, d'éviter que les produits fassent des milliers de kilomètres, qu'ils soient remplis dans les régions, qu'ils soient remis en place dans nos régions, que ça évite justement l'utilisation de pétrole pour le transport de déchets, et donc de pouvoir utiliser ces déchets-là en limitant justement cette utilisation de matières premières. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous êtes intéressé, donc je pourrais vous passer une carte de visite, vous pourrez essayer justement le prototype et je cherche actuellement des partenaires. Voilà, merci beaucoup. Merci Rémi, donc on pense toujours la meilleure transition au niveau des produits, c'est de les réutiliser et effectivement on dit toujours que la meilleure façon d'économiser aussi, c'est de consommer moins. Et effectivement, le projet de Rémi, plutôt que de détruire et pour pouvoir refaire et qui demande toujours de l'énergie, c'est simplement de la réutilisation. Donc, porteur de projet numéro 2, donc, suivant, c'est Émilie, voilà, qui va aussi nous parler donc, d'un autre projet tout aussi intéressant. Alors bonsoir à tous, donc, comme vous l'avez vu, je m'appelle Émilie Robert, j'ai 25 ans et il y a 2 ans en fait j'ai eu un déclic. J'ai vu le film Demain, j'ai vu aussi d'autres films, par contre j'ai pas pris le petit, voilà la petite tapette, merci. Ah, l'autre côté. Voilà, donc j'ai vu le film Demain et ça m'a chamboulée, bouleversée. Voilà, j'ai eu plein de sentiments divers et variés et je me suis dit mais Émilie ça va pas là, ta consommation c'est pas possible, enfin il y a un souci quoi, tu peux pas avoir acheté autant de choses qui vont se jeter. Donc en fait Demain c'était un peu le déclic quoi pour moi et donc à la suite de ça mes actions de consommatrice, je les ai engagées
dans quelque chose, dans une démarche qui était de réduire mes déchets. Et donc, naturellement, je suis allée vers le zéro déchet. Donc, au début, je ne savais pas trop par où commencer. J'ai eu besoin de me fédérer parce que dans ma famille, dans mon entourage, mes amis, il n'y avait personne dans cette démarche-là. Donc, moi, je n'avais pas trop envie de rester toute seule. Donc, je suis allée dans une association qui s'appelle Zero Waste Grenoble, parce qu'à l'époque, j'étais à Grenoble. Et donc, j'ai rencontré plein de gens dans cette démarche-là et j'étais enthousiaste. Donc, j'ai voulu continuer. Donc, après, j'ai virevolté un petit peu à Lyon. Et en fait, je suis de retour depuis quelques mois sur Moulins, ma ville natale. Et donc, en fait, pourquoi je reviens à Moulins ? C'est pour un projet. Donc, le projet, c'est aujourd'hui, en fait, je souhaite que nous tous, nous agissions pour avoir un impact environnemental raisonné. Et donc, une manière d'avoir un impact environnemental raisonné, c'est d'ouvrir une échoppe de produits vrac et locaux dans l'agglomération moulinoise. Donc voilà, des produits qui peuvent être en vrac. Alors là, je vais reprendre mon petit où j'en suis. Voilà. Donc il y aura des produits alimentaires, mais pas que, mais aussi des produits non alimentaires. Ce sera aussi un espace où il y aura des ateliers pour sensibiliser le plus grand nombre et puis sur d'autres sujets qui seront plus vastes, donc l'écologie, l'environnement, la nutrition. Alors, vous me direz, l'intérêt pour vous et moi, qu'est-ce que c'est ? Pour vous, votre manière de consommer, ma manière de consommer, notre manière de consommer, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Donc, l'intérêt, c'est qu'on ait une manière ensemble de consommer qui soit plus vertueuse pour l'homme et pour son environnement. C'est aussi une manière de favoriser les circuits courts, de valoriser le travail des producteurs locaux. C'est aussi de favoriser une nutrition de qualité. Voilà, il y a différents, et puis je pourrais en citer encore d'autres. Donc, par rapport à ça, l'objectif, c'est d'ouvrir au printemps 2019, donc dans l'agglomération moulinoise. Je ne sais pas encore trop dans quelle ville. J'ai étudié un petit peu les opportunités. Et donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous parce que aujourd'hui, je suis en plein dans l'étude de marché, connaître les besoins. Alors là, je vois une salle où il y a à peu près une vingtaine, trentaine de personnes. Je suis sûre qu'il y a des besoins tout à fait différents. Et donc mon but, c'est vraiment de prendre en considération vos souhaits pour que ça... pour que ça marche. Parfait, merci. Donc je vais vous faire circuler là une feuille où vous pourrez mettre vos noms, vos prénoms et vos adresses mail si vous le souhaitez. Merci. Merci Émilie. Donc on voit un petit peu les différents types de projets. J'avais une question, Émilie, juste parce que quand on a nos pâtes et nos tris en bocal comme ça, comment on connaît les temps de cuisson après ? On les connaît déjà avant, non ? Ça dépend des pâtes, tout à fait. D'accord. Ouais, on découpe les étiquettes, on les met dessus, etc. Combien de personnes dans la salle, d'un petit sondage rapide, iraient acheter dans une boutique 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde, quoi, pratiquement, enfin pas mal de monde. Donc Émilie, tu as déjà un premier retour de l'étude de marché. Voilà, donc le film, donc après-demain. Puis on va faire le film d'après-demain. Avis au scénariste, réalisateur, Eric. Il est déjà défait ? Il est passé sur Arte ? D'accord. Ah, d'accord.
Je l'avais pas vu. Donc après-demain alors. De faire une projection à Moulins après, ok, il y a déjà. Après-demain. Ok, donc je vais appeler le porteur de projet suivant, si Mazapet veut fonctionner. Voilà, donc Ilias, qui va parler d'aquaponie. Alors la première fois qu'il nous en a parlé, on s'est tous vu un poney dans une piscine, mais non, c'était pas ça. Alors, bonsoir tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais bien remercier la région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour cette initiative. Et aussi Connecting Bourbon pour m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'aquaponie, parce que l'aquaponie, c'est un projet à long terme. Mais aujourd'hui, je suis venu avec du concret. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai effectuée au Fab Lab. Ouais. Merci. Donc c'est des champignons. C'est pas n'importe quel champignon, c'est des pleurotes qu'ils ont poussé dans le marc de café, récupéré ici sur Moulins. Donc je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Donc la consommation française du café, c'est 300 000 tonnes par an. 90% des Français consomment le café. Donc voilà, comme vous voyez là, c'était ma première expérience. L'année dernière, j'avais acheté un kit pour le faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire à grande échelle. Comme, voilà, après ces chiffres, j'ai constaté que le marc de café il est très, très mal utilisé. Donc le marc de café, où est-ce que j'étais ? Oui, donc 90% des Français consomment le café, avec une consommation de 5,8 kg par an par habitant. Donc j'ai calculé un peu par rapport à la population de Moulins, Yzeure et Avermes. Donc on a 56 230 habitants, avec 90% de cette population qui nous donne 50 607 personnes qui boivent du café, qui nous fait dans un an, avec une consommation de 5,8 kilos par habitant, 293 tonnes et 520 kilos. Donc c'est un grand potentiel à recycler. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir les professionnels. Donc je suis parti voir les professionnels de Moulins. Je leur ai dit, j'aimerais bien récupérer votre marc de café. Il n'y a pas eu de nom. Donc direct, voilà. Qu'est-ce qu'on demande? C'est des déchets. Les déchets, c'est gratuit. Donc déjà, un commerce qui commence gratuitement, c'est déjà pas mal. Là, dans l'agriculture, on va dire que la matière première coûte 50% des charges. Donc déjà, 50% de mes charges sont gratuites. À part voilà, les déplacements, voilà, mes heures et le gasoil, qui est cher en ce moment. Donc voilà. Au début, j'avais acheté j'avais besoin de grains qu'on dit le mycélium. Donc que j'ai acheté chez la boîte à champignons. Donc je suis un concurrent mais indirect, parce que leur philosophie, c'est de vulgariser ce concept et le transmettre à beaucoup de monde. Donc moi j'ai intégré cette vision et j'ai acheté au début de chez eux, et j'ai réussi à être autonome après. Donc je produis le mycélium tout seul.
Je vais faire tourner pour pouvoir donner une idée sur le mycélium, ce que c'est. Donc ça, c'est le mycélium pour les champignons pleurotes jaunes. Voilà. Faites tourner. Le support, les champignons, c'est les blancs. Et ce que vous voyez jaune, c'est juste du blé. C'est le support qui permet de développer. Ça, c'est le mycélium pour le rose. Voilà. Il y aura d'autres couleurs aussi parce que c'est disponible. Voilà. Ensuite, donc, ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à maintenant, ça fait 1 mois que j'ai commencé l'expérience. Jusqu'à maintenant, j'ai recyclé 200 kg de marc de café chez 6 partenaires. Donc voilà, des partenaires actuels et des futurs fournisseurs de déchets. Mes futurs fournisseurs. Donc c'est je vais les nommer. Je leur dois au moins ça. Donc c'est le Liberté qui est ici dans le coin. Le commerce dans la boîte dans la place d'Allier, le Grand Café et la brasserie Les Ducs, le Pige et Villetaïs-la-Tour. Donc la tour de Villetaïs. Pardon, oui. et le coworking. Donc une totalité de 200 kilos recyclés. Je ne peux pas donner de chiffre de récolte, donc je ne suis pas encore à ce point-là. Aujourd'hui, je suis à quelques dizaines de ces sacs, donc qui sont installés dans la cave de l'atelier. Voilà, comme vous voyez. Donc c'est marqué un peu la couleur du pleurote et la date de la mise en sac. Ok. Donc les différentes étapes de la culture. Les différentes étapes, déjà on a dit la récolte. Ensuite, le mélange. Donc comme vous voyez ici, on a le mycélium, le marc de café et des coupons de bois. Les coupons de bois d'ailleurs que j'ai récupérés chez un autre partenaire. C'est la menuiserie du Tour qui est en bas de chez moi, à la limite entre Moulins et Avermes. Direction Pré-Bercy. Donc voilà, donc j'ai récupéré presque 1 mètre cube de coupons de bois que j'ai consommé jusqu'à maintenant. Hier, c'était la fin. Voilà, je dois retourner récupérer et j'aimerais bien retourner plus souvent. Parce que plus je recycle, plus je crée de la richesse. Donc voilà, après ça, donc je mélange le tout. Je rajoute de l'eau parce qu'il faut que ça soit un peu humide, donc entre 50 jusqu'à 60% d'humidité. Ensuite, je les mets en sac. Alors, c'est la fin. Ouais, voilà, je pense que c'était la fin. Voilà, donc ce qu'on a ici, c'est ça. Voilà, c'est le début du champignon qui sort. Voilà, c'est une grande tête de champignon avec plusieurs petits champignons qui vont sortir. Et après, ils vont devenir comme ça. Voilà, hop. Voilà. Donc, après cette production, on aura donc les produits ce projet, il aura comme production donc des champignons qui seront locaux et plus que frais, parce que les clients peuvent le récolter eux-mêmes s'ils veulent, sur demande bien sûr. Du mycélium que je veux faire en kit de culture.
donc avec une boîte avec une ouverture pour les particuliers, pour pouvoir recycler leur café eux-mêmes et créer aussi et cultiver aussi du champignon. Et enfin, c'est de l'engrais naturel, riche en nutrition. Donc voilà. Donc ça, c'est des calculs, c'est des chiffres juste pour Moulins et Yzeure. Donc si on part sur une production sur l'Allier et sur la région. Donc je vais donner juste un exemple sur l'Allier. Combien de tonnes ou bien combien de kilos de marc de café on peut recycler. Donc la population du département de l'Allier, elle est de 341 613. 90% de cette population boit le café. Donc on est à 307 452 habitants. Fois 5,8 consommation kilos par habitant, donc ça nous donne 1783 tonnes, 219 kilos par an. Voilà. Merci beaucoup. Et comme mes collègues l'ont dit, je suis à la recherche de partenaires où je peux récupérer leur café, donc restaurant, lieu de travail, des particuliers aussi, pourquoi pas. Je fais une tournée chaque jour, donc je fais une tournée sur Moulins. Si le projet se développe peut-être dans l'Allier, peut-être ailleurs, donc il y aura de la création d'emplois. Et aussi, plus que des partenaires, je cherche un lieu pour cette culture. Donc jusqu'à maintenant, je suis au Fab Lab, mais si je commence à commercialiser cette activité, je dois trouver un logement qui, voilà, un bâtiment, un local. Voilà. Donc merci pour votre attention et excusez-moi pour tout ce temps. Il y a une question? La question, c'est quid dans la salle, pour ceux qui sont en ligne, c'est quid des capsules, donc de Nespresso. Est-ce que c'est quelque chose? Je pense que Jean-Philippe doit boire du Nespresso, donc est-ce qu'on peut récupérer le café dedans? Alors, oui, effectivement qu'on peut le faire, puisque Nescafé a déjà pris l'initiative de lancer ce projet. Donc, c'est elle qui a lancé ça. Donc, moi, je suis pas pour, déjà, parce que y a plus de déchets pour un petit peu de café. Oui, à étudier. On est là pour étudier toutes les possibilités de recyclage. D'ailleurs, tous les recyclages, tous les produits. Donc, il y a des projets encore qui sont en tête, il y a des idées bien développées, mais petit à petit, on va y arriver à tout faire. Merci beaucoup. Donc effectivement, bon, il y a possibilité de récupérer le café, ça fonctionne avec tout type de café, et dont les cafés qui existent dans les différentes capsules, peut-être un peu plus difficiles à récupérer, surtout pour celles qui sont en aluminium. Donc, je vais récupérer ma zapette. Voilà, pendant qu'Ilias range son matériel. C'est toujours un exercice assez difficile de pitcher, d'expliquer son projet. Voilà. Et donc, je vais demander Eric de venir. Donc, justement, comme on peut le voir, ces projets demandent des financements. Tous les porteurs de projets ne se présentent pas forcément, n'ont pas forcément les business case pour aller chercher des grands emprunts au niveau des banques. Et donc, il existe aussi d'autres systèmes de financement. Merci. Alors moi ça va être la partie la moins ludique, la plus lourde pour vous. J'ai pas de support, j'ai pas de chiffres, j'ai pas d'échantillon. Donc bon courage, accrochez-vous, mais je vais essayer de faire en 3 minutes. Donc je suis Eric, je suis le conseiller départemental pour l'association droit à l'initiative économique. Alors c'est un nom à rallonge qui est fort simple à comprendre dans sa philosophie. Je suis un banquier sans cravate. J'ai une croyance profonde aux porteurs de projets, tels qu'ils soient, mais plutôt les petits porteurs de projets, parce que je fais des financements via du microcrédit. Le microcrédit, dans sa philosophie, est né en Inde, etc., a été importé en France. S'est développé avec l'ADI, avec 30 ans d'expertise, 150 000 porteurs de projets qu'on a accompagnés jusqu'à ce jour.
On est une association qui a 500 salariés, donc pour la plupart comme moi des conseillers, et des bénévoles, c'est-à-dire qu'on va chercher des compétences sur les territoires, sur de jeunes retraités plutôt, qui ont mis en application durant toute leur vie professionnelle différents niveaux de compétences. Et on réunit salariés et bénévoles pour accompagner des porteurs de projets, aussi bien sur le financement que sur le montage de leur projet en faisant de l'accompagnement. Très concrètement, je lance un projet, je suis nul en comptabilité. Ben moi, il se trouve que j'ai un bénévole qui est ancien directeur d'un cabinet comptable et qui va vous accompagner dans le projet. Donc tout simplement, quand je dis un banquier sans cravate, donc grand respect à nos amis banquiers, mais on a plutôt affaire à un public qui est parfois, je dirais pas mal reçu, mais qui est mal compris dans son projet, qui avec les niveaux de scoring qu'on a en banque traditionnelle ne vont pas trouver forcément réponse positive. Et nous, on croit en ces porteurs de projet. Donc je vais prendre un trait très grossier, très noir. Je suis au RSA, je suis fiché Banque de France, mais j'ai un projet, j'y crois, j'ai un moteur, j'ai une envie. Et ben, l'ADI, on va pouvoir financer et accompagner ce porteur de projet. Or, microcrédit veut dire que tous les grands et beaux projets qu'on a vus au début, moi je vais aller jusqu'à un grand maximum de 20 000 euros. Donc va m'échapper un grand pan de nos créateurs et nos développeurs sur le territoire. Par exemple, les petites entreprises qui ont besoin de ce petit coup de pouce à leur démarrage, le fameux 2 000 euros peut-être pour payer un loyer pour un local, peut-être le 4-5 000 euros pour acheter de l'outillage pour faire de la sérigraphie ou des choses comme ça. Nous, on va pouvoir accompagner ces porteurs de projets. Voilà, donc c'est une démarche qui est très humble, il n'y a pas de grandes idées, moi je suis incapable, comme vous, de créer, de penser et de mettre en place des choses. Je peux juste être le petit coup de pouce du démarrage quand il manque quelques milliers d'euros afin que le projet se réalise. Voilà. Donc le département de l'Allier m'accueillit il y a quelques temps, donc on a pour projet de développer l'ADI dans le département de l'Allier. J'ai 3 bureaux, j'ai Moulins, bien évidemment, Moulus Vichy, avec une permanence hebdomadaire sur chaque point. Et je suis ouvert à toute forme de rencontre, d'accompagnement et de conseil, enfin d'âme le conseil à mon niveau. Donc si vous en avez l'envie, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Merci, donc un bel accompagnement pour nos porteurs de projets qui effectivement, comme le disait Eric, ne peuvent pas forcément, n'ont pas les prérequis pour pouvoir prétendre à des prêts ou des aides des banques plus traditionnelles. Voilà, donc traditionnellement, on demande, puisque ça peut permettre d'inspirer, s'il y a d'autres personnes, même si ce n'est pas autour de la transition écologique et énergétique, qui veulent parler d'un projet, d'une idée, d'une passion, ou faire une mise à jour. Je vois simplement Stéphanie, qui est une habituée des EPERO au fond de la salle, tout simplement. Bon, pour ceux qui suivent le EPERO, c'est la création de Bocage numérique, donc un tiers-lieu sur Bourbon-la-Chambaud. Et ça y est, je crois que ça commence à... Elle me fait signe plus ou moins. En tout cas, voilà, on y croit et au mois de janvier, tout au moins, que ce sera le cadeau de Noël. Voilà, donc elle va trouver son tiers-lieu au pied de son sapin. Voilà, donc après, il y a d'autres projets qui se font juste autour de ça. Donc il y a aussi le coworking de Vichy là, qui est ouvert depuis le début, géré par l'association L'Étincelle. Voilà, donc prochainement, au niveau de l'association, bien sûr, il y a les Déj Morning qui sont tous les premiers lundis du mois. Donc pour le mois de janvier, le prochain, on va reporter ça au 7 janvier parce que le 1er janvier, enfin le 31 décembre, on va éviter. Il n'y aura pas grand monde. Donc l'idée, c'est d'ouvrir l'espace de coworking, faire découvrir cet espace et surtout permettre aux coworkers, où il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, de rencontrer du monde, de se rencontrer et aussi de rencontrer des personnes extérieures. Donc c'est un moment important d'échange sur le territoire entre les différentes personnes et différents acteurs ou tout simplement des curieux qui veulent venir un petit peu regarder ce qui se passe. Je vois comme il y a d'autres choses qui se font dans l'immeuble, enfin dans cet espace de les salles des fêtes, il y a d'autres événements. Et de temps en temps, il y a des personnes qui viennent, qui regardent parce qu'on à l'entrée, qui disent je viens juste voir là à peu près s'il y a des choses qui se font ou pas. Donc on commence vraiment à devenir aussi un point central d'activité. Bien sûr, donc le prochain EPERO, on continue. Donc hier justement, j'étais en discussion. Donc on va lancer le prochain EPERO sur l'agriculture et l'innovation. Donc ça sera au mois de février. Voilà, donc on travaille. Je le travaille déjà. J'ai vu avec le LIT Grande Céréales, donc qui est le Living Lab d'agriculture qui travaille beaucoup aujourd'hui sur la Limagne, donc qui va de Moulins jusqu'à Brioude, m'a-t-on dit hier. Et donc effectivement.
Voilà, donc c'est un EPRO si vous connaissez justement des agriculteurs ou tout simplement des entreprises, des porteurs de projets qui vont sur l'innovation agriculture. Merci de me contacter. Il y a aussi on travaille de plus en plus avec des incubateurs, donc aujourd'hui clermontois. Donc il y a certains projets que vous avez vus qui ont été sélectionnés en première ronde sur un incubateur qui s'appelle Coco Shaker, donc qui est sur l'économie sociale et solidaire. C'est justement donc c'est une structure financée par des collectivités, par des entreprises privées pour accompagner les porteurs de projets. Et donc il y a en cours un autre appel à projet, Square Lab, qui est plus autour aussi de projets innovants sur Clermont. Bien sûr, les coding goûtés, donc qui sont organisés par l'association, surtout par Julien Dugré, qui est notre animateur du numérique, donc qui se fait une ou deux fois par mois, une fois par mois en collaboration aussi avec la médiathèque. Donc là, c'est pour une première approche pour les enfants entre 6 et 14 ans du monde du numérique, donc basé sur un petit langage ludique, le Scratch, sur la programmation de petits robots, ou une première approche sur les imprimantes 3D pour les amener, les ouvrir. Mais c'est intéressant pour les enfants, mais aussi pour les parents, puisque c'est les bases des métiers, de certains métiers de demain. Et puis le dernier événement aussi, les Open Moments, qui est une formule un peu différente, ou basée sur un sujet. Donc on a fait par exemple les générations X, Y, Z, on a fait aussi sur les commerces de demain, donc basé sur des vidéos, ce qu'on appelle des TEDx aussi, qui sont des pitchs au niveau international, donc il y en a aussi en France. Et voilà, on lance une thématique et derrière, autour des personnes, on discute autour de cette thématique. C'est aussi un moyen d'approcher les problématiques du jour et d'avancer. Voilà. Pour la suite aussi des événements, je vous conseille de nous suivre sur la page Facebook, puisqu'on publie beaucoup les événements, et puis l'actualité du réseau, ou sur Twitter, sur Connecting Bourbon. On a fait le choix du numérique, et pas de faire des flyers et des distribuer. C'est un choix qu'on assume. Effectivement, on me dit souvent, tu vas louper des informations, mais aujourd'hui, on préfère, puis justement, c'est aussi la transition écologique, éviter le papier. Alors on va me dire, oui, mais l'informatique, les data centers, ça consomme aussi beaucoup. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de consommation sans impact. On essaye de le réduire. Et en tout cas, sinon, on ferait les deux, les flyers et les réseaux sociaux. Donc, au moins, on en a les 20. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, c'est aussi l'occasion de poser des questions aux porteurs de projets, aux projets en cours, de discuter, de réseauter. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.